jox ma sa xol ma téyal la ko lépp la bëgg ma faajal la ko ay su ma sañoon may doon góor bi di leeral sa xol. Yeah. Bonjour chat, Talzo Boss, that's my name. Artiste musicien, je regarde ETV, la chaîne qui déchire. Pégé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne citoyenne, chers téléspectateurs, téléspectatrices, internautes et aussi auditeurs de IFM. Très ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine de votre émission matinale qui n'est rien d'autre que I-Matin sur ETV. Sur le plateau, je ne suis pas seule aujourd'hui, sauf que le duo féminin est absent. Et quand le duo féminin est absent, vous savez tout de suite que l'homme qui est là n'est rien d'autre que Alajef. Bonjour et bienvenue à Alajef. Bonjour Larissa. Ave. Alhamdulillah. Aha, ragat ave. Alhamdulillah. Aha. Ointa tey. Mitomadea. Bonjour à tout le monde, bon réveil, bienvenue amis téléspectateurs. Comme l'a dit Larissa, nous sommes très ravis de vous accueillir, très ravis d'être disponibles pour vous accompagner pour cette aventure et surtout que nous sommes en début de week-end, un vendredi. Nous sommes très relax, nous sommes très légers, nous sommes simples sur le plateau. C'est simplement pour vous aider, mais pour vous communiquer aussi la vie, pour vous communiquer les bonnes manières, pour vous communiquer quelques astuces pour bien passer le début de votre week-end, et étant donné que c'est une journée courte, Larissa. Ouais, une journée courte pour ceux-là qui vont finir à 12h, pour ceux qui vont finir à 13h, mais sauf que cette journée n'est pas courte pour toi, Jeff. Ah ben justement, la généralité, quand on prend sur 100, 80% ont une journée courte. Ouais. Alors, toi et moi, nous faisons partie de la minorité qui allons finir autour de 15h, 16h. C'est pas grave. Et grâce à nous, grâce aux médias, nous permettons à ceux-là qui finissent tôt d'être informés par les nouvelles d'ici et d'ailleurs. On leur donne également du divertissement avec de la musique, de la comédie un peu partout sur les médias, que ce soit les médias nationaux, que ce soit les médias internationaux. En tout cas, à Jeff, ce matin, si tu le permets, j'aimerais bien commencer par de bonnes nouvelles qui peut-être ne sont pas nouvelles. Il y a quelques semaines, nous donnons un coup de cœur concernant les feux tricolores du rond-point à double voie et l'on constate que depuis bientôt 72 heures, ces feux tricolores sont déjà en marche. Et nous sentons qu'il y a quand même un soulagement sur le rond-point à double voie, la circulation. Même quand tu arrives, tu lèves juste les yeux pour regarder et 1 minute, 30 secondes après, c'est le moment où tu passes. Non, mais ce que moi je voudrais déplorer ici, c'est que le Tchadien, c'est lui qui perd très vite les réflexes. Quand il s'agit, tu arrives, tu vois que moi tout à l'heure en venant, je suis sur ma priorité, mon feu est vert. Ouais. Mais il y a un qui est venu et puis... Non, pas un, c'est toute une colonne qui était là et j'étais obligé de rester. Ouais. Mais bon, il faut aussi reconnaître quand ils ont perdu l'habitude. Hein, ils ont perdu les réflexes. Il faut reconnaître quand c'est bon parce que nous avons longuement décrié ça ici et bravo aux autorités communales qui... se sont mises et qui nous ont reparé ça. Merci beaucoup. Ça permet à Larissa d'arriver à temps. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons pleuré, nous nous sommes recueillis avec nos frères catholiques qui ont perdu le pape. La fumée blanche. Oui, la fumée blanche hier vers 18h, la fumée blanche était sortie. Alors nous disons félicitations à toute l'Église catholique et félicitations au nouveau pape élu pour diriger, c'est des milliards de chrétiens catholiques. La communauté catholique du monde entier. Donc, beaucoup de courage à lui et que Dieu le fortifie pour cette nouvelle mission qu'il lui a désignée. En tout cas, félicitations une fois de plus. Jeff, aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et puis, je te vois déjà en mode prière.
On n'est pas encore à 10 heures, mais toi, tu es déjà en mode prière. La prière, ça ne dépend pas de l'heure, c'est un état d'âme et d'esprit. Non, donc, je veux parler de nos frères musulmans qui, à 12 heures, seront à la mosquée ouais, aussi ben pour justement, prier. c'est depuis le matin qu'ils sont dans l'esprit de la prière. Ouais. À 12 heures, c'est l'heure seulement d'y aller. Mais la prière, ça commence depuis On le peut matin. dire c'est célébration tous les du jours. culte. Alors Larissa, nous allons prendre notre première ponctuation musicale avant de revenir dérouler complètement le contenu de ce jour. Alors nous allons retrouver l'homme le Bunda Boss. Ouais. C'est quoi ça? C'est pas correct ça. Une petite fondaise, même pas 12 valises. Et rajeter le mariage quoi. Mais la tari njata, tari kado, que tari goro. Almon va l'école de Osama patante. Gon ko palve, et que j'étais un garaba ko waran kalevia. Mais le mariage précoce, d'ailleurs crime c'est. Mariage forcé, d'ailleurs rigide c'est. Conséquences immédiates, on a tiré m'gaï. Y'en a talk chop. De joyeux mec y'en quoi on a pour observer poupée بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص ما تبدلوها بنية بقرص ما تبدلوها رجال المعلومات انتوها رجال المعلومات انتوها أبهدي قلوة تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها راندو دارسيلا يمبل صنع يا غاي يا بادي يا أمهدي يا بادي يا أمهدي بنية كما تم تخلوها بنية كما تحقق تخلوها كلام زواج ما تقولوها compliqué quoi. Maintenant les cadeaux futiles, fa probable fistil. Voilà tel miskin bé. Joyen gonkulo ma fille. Anjot kemi wara jetin al kakari de comme si korvelive. Nekulu injaro autonjori koya. Vini al sekera aussi arab qui kefa. Inti dama fon wasi titi dorase. Fatal t'active si les malas. Ça c'est quoi ça? Mais plus jamais ça. Vini madame zawaj damati zawjo. Mina das ton yalo pour j'étais béton hier de minine le guitam batan mani dora wale mani dora nana mani dora quoi صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية بقرص ما تبدلوها بنية بقرص ما تبدلوها رجال المعلومات انتوها رجال المعلومات انتوها أبهدي قلوة تتم وانتوها بنية صغيرة ما تزوجوها بنية صغيرة ما تزوجوها دلو ماني دلو دلو ماني دلو شغلنا ماني جيت أنينا ماني دلو شغلنا ماني جيت أنينا ماني دلو Darsila Raiskim,
Voilà qui nous ont chanté mariage précoce. Ça doit s'arrêter, hein, ça doit s'arrêter dans notre société. Les autorités, les organisations, les ONG, tout ça lutte contre le mariage précoce. On ne peut pas envoyer un enfant précocement au mariage. C'est passif hein, de peine, c'est passif de poursuites judiciaires. Alors, évitons et surtout dénonçons. Parce qu'aujourd'hui, il y a la forme passive qui se passe. Genre, je vois, mais je ne dis pas. Ouais. Je dis, bon, c'est leur coutume, c'est entre eux, ça c'est passif. Ouais. Tu participes sans le vouloir. Quand tu vois, tu dénonces. Quand tu vois et que tu penses que tu ne peux pas, tu dénonces, tu vas vers les autorités compétentes, tu les dis, j'ai assisté à tel. Une fille de 13 ans vient d'être envoyée au mariage à côté de chez moi, tel. Et on va très vite arrêter cela. Oui, je crois que c'est la bonne manière de faire, mais comme tu viens de le dire, il y a des gens qui ont peur, hein, qui ont peur des réprimandes. Parfois, quand tu viens, tu dénonces sous l'anonymat et après, peut-être que c'est une famille, dit-on, entre griffes, aisée, une famille qui est peut-être bien placée et on met de la pression aux autorités et ils finissent par dire que c'est telle personne et puis pop, ça devient encore un autre problème et après ça dégénère et ça devient des problèmes familiaux. En tout cas, quand tu dis ça comme ça me fait penser à une histoire qui ne date pas encore de 2 ans parce que une personne a osé dénoncer le mariage d'une mineure et avec de la pression, les autorités ont dit que voilà, c'est votre voisin tel qui est venu dire et puis ça a dégénéré, ça laisse un très mauvais souvenir dans ma tête. En tout cas, les autorités, prenez votre responsabilité en main et puis dénoncez, c'est très important. En tout cas, 7h49. C'est l'heure de l'info matin. Merci. Un véritable arsenal de guerre comprenant 3 fusils d'assaut AKM, 12 chargeurs, 232 munitions a été récupéré des mains des malfaiteurs en fuite dans la zone de Bara, ont annoncé les autorités ce mercredi 7 mai 2025 lors d'une présentation à la presse. Cette saisie significative est le résultat direct de l'opération Zéro otage, zéro malfaiteur. Une initiative conjointe menée avec détermination par les forces de sécurité sous l'impulsion d'Abdelmanan Khattab, criminologue et ancien officier des forces de sécurité, aujourd'hui délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kibi-Ouest. Selon les déclarations du colonel Kalimi Ousmane Bedalla, commandant de la Légion numéro 17 de la gendarmerie nationale, cet impressionnant lot d'armement a été découvert dans les cachettes utilisées par les criminels après leur déroute. Le délégué général du gouvernement a vivement salué l'engagement sans faille des forces de sécurité impliquées dans cette opération, réaffirmant sa détermination inébranlable à éradiquer la criminalité qui mine la région. Nous avons l'obligation de ne pas baisser la garde. Nous allons faire tout pour que ces phénomènes des enlèvements contre rançon soient éradiqués de la province du Mayo-Kibi-Ouest. Je salue encore une fois de plus les collaborateurs qui sont ici. Alors qu'il célèbre ses 100 premiers jours à la tête de la province du Mayo-Kibi-Ouest, Abdelmanan Khattab voit ces stratégies qu'il a mises en œuvre porter leurs fruits. La population, longtemps éprouvée par l'insécurité, retrouve progressivement l'espoir d'une quiétude essentielle à son développement. Présent à cette cérémonie de réception du don de 14 forages d'eau à motricité humaine, la population enthousiasmée par cet ouvrage, l'équipe de l'entreprise Les Boissons Rafraîchissantes du Tchad, le chef de canton de Doba Rural et le délégué du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Ce don, destiné à la population vulnérable, vise à alléger la peine des femmes à la recherche d'eau ainsi qu'aux rizicultrices et riziculteurs dans leurs travaux agricoles. Joël Galato,
directeur général des brasseries du Tchad, situe l'objectif de ce projet qui, selon lui, est une réponse concrète, solidaire et durable aux défis liés à l'eau potable. C'est avec une grande joie et un profond sentiment de gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer officiellement ces 14 forages destinés à améliorer l'accès à l'eau potable dans votre région. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Une politique qui dépasse les simples obligations commerciales pour intégrer un véritable engagement envers les communautés et l'environnement dans lequel nous vivons. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, le général Toké Dadi, indique que l'entreprise des boissons rafraîchissantes du Tchad est dans son rôle social et l'encourage à ne pas s'arrêter à ce geste. La BDT est dans son rôle d'entreprise citoyenne à confirmer le concept responsabilité sociétale d'entreprise. Ce rôle qui est dédié à toute entreprise qui engrange des bénéfices doit avoir l'idée non seulement de travailler sur le plan économique, mais aussi d'avoir un regard sur le côté social des populations qui ne sont que les premiers partenaires de cette même société. Donc, j'en appelle à la conscience de tout un chacun, de toute une chacune, surtout les femmes. Prenez votre responsabilité parce que les hommes sont paresseux. Ils veulent la facilité. L'eau, c'est pour vous. Les premiers à souffrir, c'est vous. Donc, engagez-vous pour l'entretien, pour la pérennité, pour l'appropriation de ce projet que la BDT vous a. Pour que ce don puisse servir à long terme, le délégué du gouvernement auprès de la province invite la population de cette circonscription en général et les femmes de manière particulière à en prendre soin. Les Chantres Unis de la Centrafrique célèbrent depuis ce 5 mai les 20 ans de l'école de louanges et de musique. C'est donc en présence du président international des Chantres Unis, Jean Yao Kang, du secrétaire général des Chantres Unis, Armand Diegoltar, et de la cofondatrice de cette école, Fabienne Pont, venue de France. Toute une semaine de séminaires, de louanges et d'adoration, ainsi que de témoignages. Nous bénissons le Seigneur pour les 20 ans de l'école de louanges. Dieu a inspiré cette vision il y a effectivement 20 ans. C'était une vision qui était toute petite, mais nous avons vu que le Seigneur, puisque c'était vraiment dans le plan de Dieu, qu'une structure puisse naître dans notre pays afin de former les chantres, Dieu a élargi vraiment cette vision et aujourd'hui totalisant 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ni 20 mois, ni 20 semaines. C'est 20 ans vraiment pendant lesquels Dieu nous a aidés, Dieu nous a accompagnés et Dieu nous a permis aussi de semer beaucoup de choses dans la nation au travers de la louange et l'adoration. La matinée du 8 mai a été marquée par 2 enseignements. Celui donné par le président Yao Kang a porté sur le texte de l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 40 à 41. Perdre de vue Jésus sans s'en apercevoir. Pasteur Fabienne Pont de France, dans le texte de Jean au chapitre 14, a martelé sur l'importance de la conscience de l'expérience, de la gloire, du bienfait de la présence de Dieu et cette assurance que nous sommes adorateurs et dépositaires de la nature de Dieu. C'est une grâce immense de voir l'œuvre que le Seigneur est en train de faire dans nos pays africains à travers la louange et l'adoration. C'est le début de grandes choses. Ma prière est que cela contamine toutes les autres nations. Ce qui l'intéresse, c'est notre vie en tant qu'adorateur avant notre adoration. Et je crois que ce sont les choses qui sont en train d'être enseignées ici. Et nous rendons la gloire au Seigneur pour cette armée d'adorateurs. Ce sont des moments riches et intenses que passent les participants à cette célébration.
Cette journée du souvenir rappelle les milliers de vies brisées, jeunes, adultes, âgés, hommes, femmes, enfants, Français, Marocains, Tunisiens, Algériens, Sénégalais, Tchadiens, emportés par l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Ces jours rappellent que la mémoire ne se limite pas à 1, 2 ou 3 cérémonies annuelles, surtout quand ceux qui devraient l'entretenir semblent l'avoir rangé au second plan. Le 8 mai commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Dans les faits, la capitulation eut lieu en 2 temps et fut immédiatement fêtée dans de nombreux pays du monde, alors même qu'elle n'était pas encore effective. En 2025, cette date revêt une importance particulière car elle marque le 80e anniversaire de la victoire de 1945, une journée pour rendre hommage aux combattants et aux populations civiles touchées par le conflit mondial. Ce jour est désigné comme le temps du souvenir et de la réconciliation pour ceux qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est important de noter que différents pays peuvent avoir leurs propres jours de commémoration liés à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, le Royaume-Uni observe le Remembrance Sunday le dernier dimanche de novembre pour commémorer tous les membres des forces armées britanniques et du Commonwealth décédés dans les conflits depuis la Première Guerre mondiale. Avec le 8 mai 1945, le monde se trouve immédiatement confronté à de nouveaux enjeux, ceux de ce qu'on appelle la guerre froide et ceux de la décolonisation. Quant à la guerre, elle ne s'achèvera réellement que le 2 septembre avec la capitulation du Japon. تستثمر العديد من الشركات بكثافة في التكنولوجيا من أجل اكتساب القدرة التنافسية، فمن الضروري فهم القضايا البيئية التي تنشأ عن ذلك. إن الذكاء الاصطناعي من خلال استهلاك الطاقة في بنيته التحتية يولد تلوثا رقميا كبير. يتطلب الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من الطاقة، ويرجع ذلك أساسا إلى تعقيد الخوارزميات وحجم البيانات التي تتم معالجتها. مع ظهور نماذج الذكاء الاصطناعي الجديد تتجه الاتجاه نحو الصعود، وتتطلب نماذج اللغة الكبيرة بنية تحتية ضخمة للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. أحد المحركات الرئيسة للتلوث الرقمي الناجم عن الذكاء الاصطناعي هو الاستهلاك الهائل للطاقة في مراكز البيانات. إنها تخزن المعلومات وتقوم بمعالجتها وتلعب دورا حيويا في جعل نماذج الذكاء الاصطناعي تعمل. وفي عام 2023 كشفت وكالة الطاقة الدولية أن مراكز البيانات تمثل ما يقرب 1 إلى 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي. قد تبدو هذه النسبة صغيرة، ولكنها تصبح كبيرة بالنظر إلى الحجم الهائل لاستهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم. مع اعتمادنا المتزايد على الخدمات الرقمية وانتشار الأجهزة المتصلة، يستمر استهلاكنا للطاقة في النمو كل يوم، على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية غير ملموسة، فإن تأثيرها البيئي حقيقي. وفي الواقع تمثل البصمة البيئية للتكنولوجيا الرقمية التي تشكل من مراكز البيانات والأجهزة المتصلة ما بين 3 و4% من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم. علاوة على ذلك، قد تزيد هذه الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040، ووفقا لدراسة مشتركة أجرتها وكالة التحول البيئي والهيئة التنظيمية للاتصالات الإلكترونية والبريد في عام 2022. كما يؤدي امتداد مراكز البيانات بالكهرباء إلى طلب كبير من المياه، مما يزيد من تأثيرها البيئي بما يتجاوز مجرد استهلاك الطاقة. على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن مركز بيانات جوجل استهلكت حوالي 16 مليار. كما يؤدي امتداد مراكز البيانات بالكهرباء إلى طلب كبير في عام 2021. نحن جميعا نشعر بالقلق إزاء المشكلة البيئية، لذا يتعين علينا إتباع ممارسات مسؤولة في تصميم وتشغيل واستخدام الذكاء الاصطناعي. ومن الممكن أيضا الاستفادة من فوائد التكنولوجيا مع تقليل التأثيرات السلبية على البيئة. Parmi les dirigeants déjà arrivés dans la capitale figurent le président chinois Xi Jinping, le président vénézuélien Nicolás Maduro, le président cubain Miguel Díaz-Canel et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Les premiers ministres ou chefs d'État de Serbie, de Slovaquie et de Mongolie sont également attendus. Du côté de l'Afrique, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est déjà
sur place en Russie. Cette liste reflète un axe diplomatique resserré autour des partenaires non occidentaux de la Russie, à l'heure où celle-ci poursuit son isolement relatif vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Le point culminant des célébrations se déroulera, comme chaque année, sur la place Rouge, où un défilé militaire d'ampleur est prévu. Il mettra en scène l'armée russe, ses unités d'élite, ses blindés, ses missiles et ses avions dans un rituel à haute valeur symbolique pour le pouvoir. Le président Vladimir Poutine doit y prononcer un discours attendu, centré sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, tout en évoquant les enjeux contemporains de sécurité et de souveraineté nationale. La sécurité a été considérablement renforcée à Moscou. Ces dernières semaines, la capitale a été la cible de plusieurs attaques de drones contribuées à l'Ukraine, forçant les autorités à durcir les protocoles autour des sites sensibles, à limiter l'accès à certaines zones et à suspendre temporairement certaines activités aériennes. Le 6 mai, longtemps considéré comme un rendez-vous de consensus historique entre la Russie et l'Occident, prend désormais une dimension nettement géopolitique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou a multiplié ses initiatives visant à approfondir ses partenaires avec les puissances émergentes et à se positionner comme un pôle alternatif aux institutions dominées par l'Ouest. Merci pour la synchronisation avec la rédaction, pour ces éléments nous permettant de nous informer des nouvelles d'ici et d'ailleurs. Merci également à Madame Dina, la boss même, qui a permis à ce que cela soit possible. Jeff, nous sommes vendredi et vendredi... c'est le week-end qui se prépare et tout. Nous allons parler bien-être, on va faire un peu du sport. Ah oui, c'est important de faire du sport et surtout que nous conseillerons à tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, nos internautes, chers membres de la famille, à faire du sport. Faites du sport, ça ne vous coûtera rien, ça vous coûtera quelques minutes, mais faites du sport et c'est dans le bien-être. Oui, avant cela, nous allons prendre quelques messages, quelques réactions sur la page Facebook. Il y a Ben Shalom qui dit bonjour, merci pour la nouvelle, une très bonne nouvelle. Il y a Saodogo qui dit salut le plateau, bonne émission à vous, merci beaucoup. J'espère qu'Alajef ira communier avec les musulmans dans l'après-midi. Je l'espère bien également. Il y a Ben Shalom qui vient qui dit oui et il y a Kirimba qui dit bonjour. Bonjour là-bas, je kiffe le look de Alajef ce matin. Il y a Ben Kimbamba, danger, hein. C'est Benjamin en tout cas. Il y a Firmine qui dit shalom à vous, je n'ai pas le courant depuis 3 jours, donc au revoir. En tout cas, Madame Firmine, vous devez rester là pour suivre les bonnes choses qui arrivent sur e-matin. Dis-lui simplement que Imoso a besoin d'elle. Dina Love dit bonne émission Mathieu, merci beaucoup la dame devant les 1000 boutons à présent, le bien-être. Matinale, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre séance de fitness, sport, santé de ITV. Savez-vous que le sport contribue à la santé et au bien-être de l'homme? N'oubliez pas de vous réveiller les 10 minutes avec le groupe de fitness de ITV. Répétez ensemble à ces mouvements. Donc c'est parti.
l'opération d'hygiène est sur place. D'une jambe, on monte, on descend. On compte, jambe droite, on fait 10 avec une petite relaxation et on reprend jambe gauche. D'accord? Vous prenez ça tout doucement. Cherchez vos équilibres. On peut partir. Top. Top. Ensemble. C'est pas mauvais. On y va. Top ensemble. Tendu. On fait fléchir. C'est bon? Vos équilibres. 15. Top, on y va. Relâchez. 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 Oui. En place. C'est bon. Go. Top. Histoire pour tous, une route la vie. Le problème, c'est que Larissa, nous ne conseillons jamais aux gens ce que nous ne faisons pas. Lorsque nous disons aux gens de faire du sport, nous aussi, on est dedans. La jeunesse, quand nous fûmes jeunes, nous étions des très bons sportifs. Ah oui, et donc ça veut dire que maintenant vous êtes vieux. Non, nous faisons toujours du sport. Ah, sauf que les fréquences ne sont pas les mêmes comme quand nous étions jeunes. Oui, j'ai vu beaucoup de gens, je voyais que quand tu étais en processus de devenir apoutou. En tout cas, merci beaucoup à Madame Dina, la boss même, pour cet élément. Elle était la réalisatrice même de cet élément. C'est elle qui a tout mis en œuvre. Elle nous a disposé. Elle a transformé le studio des Électrons en salle de gym. Et tu as vu que c'était impeccable. Elle nous a trouvé un coach. Bon, Irène nous a trouvé un coach. Dina nous a trouvé tout ce qui est dispositif logistique. Et puis voilà, c'était très bon. Ok,
Ok, je crois que nous allons revenir sur cet aspect-là et si seulement on peut délocaliser un peu votre salle de gym Nouvelle-Loiria dans mon terrain que j'ai l'habitude de faire le sport dedans toutes les nuits, hein, ça va être bien en tout cas. Je vous invite dans la République du 9e arrondissement. Très, très démocratique. Oui, très, très démocratique, bien sûr. Pour du 9e arrondissement. En tout cas, cet élément, Jeff, nous a permis de recevoir sur le plateau le digne paysan, le digne fils paysan. Bonjour et bienvenue, monsieur Miandi. Bonjour, bonjour, madame Larissa. Monsieur permettez? Je crois qu'elle a toujours de la peine à prononcer le nom. C'est Miandé. Miandé, voilà. Et permettez également que nous puissions souhaiter un joyeux anniversaire de rattrapage. Ah, merci beaucoup. Merci. Ça s'est passé en coulisses, nous n'étions pas au courant. Non, c'est juste qu'il n'était pas sur le plateau. C'était ainsi, mais je n'étais pas sur le plateau. Ça s'est passé en coulisses, Larissa. Voilà. Je reste et je signe que ça s'est passé en coulisses. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, monsieur Aladjef. Bonjour à vous tous deux et aux téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ou d'un thème qui fait peur. Moi, quand je vois ça, me fait peur. Hein. Ce n'est pas que ça fasse peur, mais je pense que c'est mieux de pouvoir s'y préparer. Okay. Les techniciens font le travail. À nous, les paysans, et à toute la population de nous y adapter et surtout de pouvoir anticiper. D'accord. Nous allons parler des prévisions saisonnières. Oui, c'est déjà tombé. Les services de la météo au niveau national, de manière globale pour la zone SILS, ont eu à élaborer ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Et auprès des services techniques tchadiens, déjà, c'est disponible, les prévisions saisonnières pour la saison pluvieuse, si nous pouvons le rendre comme ça, à partir de mai jusqu'en septembre, octobre prochain, sont déjà disponibles. D'accord, c'est déjà disponible et c'est autour de ça que nous allons parler, nous allons discuter aujourd'hui. En tout cas, si vous venez de nous prendre en marche, c'est votre émission e-matin et surtout pour la journée d'aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le paysan avec nous sur le plateau et nous traitons un sujet très très délicat, les prévisions saisonnières. Alors surtout ne zappez pas parce que si tu zappes et que tu es dans une zone où je ne sais pas si tu es vers Alagef ou bien tu es dans la République du 9e, alors dis-toi que c'est difficile. C'est difficile, même si tu as raté, il faut revenir sur la page Facebook d'Electron Télévision pour savoir qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, des éléments comme ça avec le paysan, c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le contenu, l'essentiel du contenu de ce document-là? Oui, en fait, comme nous l'avions signalé au cours des émissions passées, c'est que généralement, entre avril et mai, les services techniques de la météo, de manière globale avec leurs collègues de la sous-région SILS, se réunissent pour pouvoir élaborer des prévisions pour la saison qui commence. Donc, c'est à ce titre-là que les services techniques tchadiens, c'est auprès d'eux qu'il faut ça, parce que c'est la source officielle, ont pu déjà se joindre à leurs collègues et ils ont élaboré les prévisions saisonnières pour l'année 2025 qui sont disponibles auprès des services de la météo. Et nous, en tant que paysans, nous ne faisons que faire notre devoir pour annoncer à nos collègues paysans, mais surtout aussi aux Tchadiens, ce qui nous attend pour la saison en cours qui commence. Alors, les prévisions saisonnières, je voudrais peut-être poser une question qui paraît très amateur, mais les prévisions saisonnières commencent quand et ça finit quand? La saison, généralement, c'est à partir de mai au Tchad. Donc, c'est à partir de mai jusqu'à la fin de la saison. Au Tchad, c'est que souvent vers le mois de septembre, début octobre, on commence à constater déjà que parce que nous sommes tributaires du front intertropical, des deux masses d'air qui se confrontent autour du territoire tchadien, qui donnent naissance à ces précipitations. Donc, l'anticyclone de Sainte-Hélène et l'anticyclone qui est au sud de la Libye, qui viennent, c'est les Açores au niveau de la Libye qui font... Ça, c'est le cours de 3e seconde. Pour rappel. Merci. Donc, qui se confronte et déjà donne naissance à ces précipitations. Donc, autant le FIT monte
vers la zone nord, autant les zones qui sont en fait couvertes sont soumises à des précipitations. Donc cette année, malheureusement, les prévisions sont plus ou moins. Ce ne sont que des prévisions. Okay. Ce ne sont que des prévisions. On parle de manière globale à des cumuls pluviométriques qui pourraient être proches de la normale ou excédentaires suivant les zones. Mais de manière globale, on signale que ça pourrait être excédentaire, normal à excédentaire dans les zones, les deux principales zones, la zone soudanienne et la zone sahélienne. Voilà, donc voilà un peu le premier point. Vous utilisez les termes techniques, quand c'est excédentaire, on doit s'attendre tout de suite à l'inondation, à un débordement ou bien... Parce que là, c'est les termes techniques. Mais pour quelqu'un qui habite le Boutakora, comme on a l'habitude de dire, là, qu'est-ce que la personne doit s'attendre? À quoi est-ce que la personne doit s'attendre en fait? Voilà. Quand on parle d'une pluviométrie normale, la normale, c'est la somme des 30 dernières années avec la météo. Donc, c'est établi sur la base de 1991 aux années 2020. C'est sur ça la période normale. Donc, on a un cumul de données pluviométriques qui couvre cette période des 3 décennies. Donc, ça fait 30 ans. C'est ça qu'on se sur la normale. Mais maintenant, quand vous constatez qu'à partir de... On a dit que ça, c'est proche de la normale ou excédentaire, en termes d'hypothèse, ça veut dire que ça pourrait dépasser cette moyenne-là. Et c'est que ça dépasse cette valeur normale, c'est probable qu'il y ait des risques d'inondation. Des risques d'inondation, surtout dans les zones inondables, avec des excédents dans les bassins d'écoulement qui peuvent vraiment affecter la vie des populations et les secteurs productifs tels que l'agriculture et l'élevage. Donc c'est à ce titre beaucoup plus que nous voulons bien signaler à nos collègues paysans que cette année, c'est possible encore qu'on arrive à des risques d'inondation. Nous n'avons pas dit qu'il y a des inondations. Il y a des risques d'inondation suivant les prévisions saisonnières et les hypothèses peuvent être déjà prises en compte dans le cadre du déroulement de la campagne. Que ce soit pour la campagne agricole ou bien la situation pastorale, dont il faudrait déjà commencer par s'y attendre, s'y préparer conséquemment à ça. D'accord. Si on essaie de voir bien dans le document, au point 5, on dit avis conseil agro-météorologique à l'endroit des producteurs. Alors, ce parti-là, et vu ce que vous venez de dire, c'est comme si vous êtes déjà en train de donner les conseils, des orientations. Qu'est-ce qu'un paysan qu'est-ce qu'un paysan, oui bien sûr, ou un éleveur doit faire pour ne pas tomber? C'est bien dit que c'est les prévisions, mais si c'est là, ça va être réel, Jeff, on va faire comment? Il y a des risques d'inondation par endroit, avec l'apparition des maladies, surtout pour les maladies humaines. Tels que le paludisme, ça c'est tout le monde qui est concerné, ce ne sont pas seulement que les agriculteurs et les éleveurs. Il y a par exemple des maladies du bétail qui pourraient être signalées. Également, dans le cadre des agriculteurs, il y a ce qu'on appelle l'apparition des ennemis des cultures qui peuvent dévaster surtout les cultures sur pied au niveau des champs. Et ça peut être quoi, les ennemis du culture? Les ennemis de culture, il y a beaucoup, il y a des insectes, il y a les criquets et autres, parce qu'il faudrait comprendre que c'est un peu global, parce que quand on parle de prévision, on parle même on prévoit un peu les séquences sèches, des séquences sèches plus ou moins normales, supérieur à la normale, donc ça va peut-être aller de 5 à 7 jours, parfois même 10 jours en allant, et ça c'est prévu en début de saison, et on dit aussi que le début de la saison va être précoce. Ça pourrait être précoce dans la zone soudanaise et sahélienne. C'est juste que le terme est technique et pour permettre à nos amis téléspectateurs, internautes et tous ceux-là qui nous suivent de diluer un peu ou bien de donner les exemples avec des termes qui sont un peu familiers pour nous permettre de comprendre. Bon, précoce, c'est-à-dire c'est ce qui vient avant le temps. Voilà, donc on pourrait assister à des débuts de saison précoces, on pourrait assister à l'apparition des maladies, ça ce n'est pas tellement technique que ça. Les risques par exemple d'apparition des ennemis des cultures, ça c'est les ennemis des cultures pour l'agriculture, on sait, c'est ce qu'on appelle les insectes et autres qui peuvent, effectivement, qui peuvent, ou bien d'autres vers qui peuvent déjà en fait perturber le cycle de développement des cultures. Et maintenant en termes de fin de saison, ça pourrait être tardif dans certaines localités. Et les risques d'inondation sont par endroit. Mais de manière globale, c'est presque tout le pays qui pourrait être touché par des cumuls de pluviométrie qui pourraient être normaux à excédentaires.
Ça, ce sont les prévisions des services techniques de la météo dont nous avons eu accès. C'est par rapport à ça que nous faisons notre devoir de collègues des paysans, de pouvoir anticiper pour que cela ne nous surprenne pas. Parce que vous savez, étant dans le domaine de la sécurité alimentaire, quand déjà la production ne tient pas la route, c'est la question de la disponibilité qui est affectée. Donc il faudrait qu'on essaie de faire le choix, par exemple, des variétés, des cultures, de caler les calendriers agricoles par rapport à ça, de faire les travaux d'entretien dans le temps, peut-être de voir un peu s'il y a d'autres dispositifs techniques qui permettront à ce que les risques soient en fait mitigés, amoindris, de sorte que, en fin de compte, la production globale ne soit pas vraiment affectée et que le peuple, l'homme tchadien ne puisse pas manquer de quoi manger, comme on le vit toujours. D'accord, merci. Moi, ce que je voulais peut-être y revenir, vous avez dit que ces prévisions peuvent permettre d'anticiper, de prévoir et de s'y préparer. Mais le ministère en tutelle qui a établi ces études et qui l'a rendu disponible, quelles sont les mesures d'accompagnement, quels sont les moyens de prévention qui sont mises à la disposition de vous qui êtes paysans? Ou bien est-ce que on vous dit que voilà, faites attention, il se pourrait que cette année il y ait cumul de pluviométrie, etc., etc. Et puis c'est à vous de prendre les dispositions, ou bien en disposant ces données, il y a aussi des indices, des éléments de prévention qui accompagnent cela. Oui, quand ils disent que c'est... Merci déjà d'avoir appelé la même question que Mme Larissa. C'est que quand ils disent ça, ils ne disent pas simplement de manière rapide pour s'en aller. Ils donnent des conseils. Donc les conseils, par exemple, aux agriculteurs, c'est d'éviter d'exploiter les zones inondables. Parce que si vous cultivez, par exemple, des cultures, des spéculations telles que les cultures, le sorgho, le mil, dans une zone où c'est plutôt le riz qui doit être cultivé, ne soyez pas surpris que cela soit englouti par les eaux. Parce que le riz est une culture hydrophile qui aime l'eau. Maintenant, si vous allez faire là-bas dans un autre sol qui ne lui convient pas, ça veut dire que ça pose problème maintenant en termes de conduite des cultures. Il faut éviter de faire l'occupation anarchique des espaces agricoles. À chaque type de sol correspond une culture donnée. Ne faites pas le mil là où ça devrait plutôt être le riz. Ouais. Voilà. Donc vous voyez que ça, ce sont déjà des conseils qu'ils donnent. Ils peuvent aussi utiliser ces informations en termes de prévision pour déjà caler un peu les travaux d'entretien. J'entends par là d'abord les travaux de préparation du sol. Quand on dit qu'il y a un début de saison probablement précoce, ça veut dire qu'il faut déjà commencer par préparer les sols avec les labours dès à présent. Et là, je pense que si on ne le fait pas maintenant, qu'on retarde un peu, parce qu'un retard de 10 à 15 jours, ça affecte le cycle des cultures. Si vous commencez par faire les travaux préparatoires avec les labours maintenant, dès que les pluies vont se pointer, peut-être en zone soudanaise qui reçoit premièrement les pluies dans notre pays, vous pouvez déjà être à jour par rapport à ça. Vous retardez le calendrier des semis, mais vous allez vous rendre compte que les plantes ne seront pas encore à la taille qu'il faudra pour que le développement puisse s'amorcer comme il le faut. Et là, en fin de compte, les conséquences, c'est vous qui les ramasserez de ce côté. Moi, peut-être que je poserai encore cette question. Quand vous dites que si le travail préparatoire du sol n'est pas fait à temps, tout ça, mais il y a la plupart on laboure avec les charrettes, etc. Et pour ça, il faut peut-être les premières gouttes de pluie, il faut les premières pluies pour permettre au sol d'être bien, tout ça. Alors, dans tout ça, que faire? Parce que l'inondation, je me rends compte que c'est resté en boucle. C'est resté en boucle depuis ces 5 ou voire 6 dernières années. Si une année sur 2, on n'est pas inondé, les 2 années successives, on est inondé. Alors, toutes ces choses-là, que faire exactement? Nous avons toujours évoqué ici qu'il faut anticiper. Il faut anticiper et on doit mettre en place, on doit se le mettre en tête qu'aujourd'hui, par rapport aux impacts des changements climatiques, ces phénomènes qu'on pourra appeler peut-être des catastrophes naturelles, telles que les inondations, telles que les périodes de sécheresse, ça, on vivra avec ça pour longtemps. Parce que nous sommes à l'ère des changements climatiques. Donc, à nous maintenant de pouvoir chercher à atténuer les impacts de ces changements climatiques sur nos activités. Et nos activités, ça ne peut pas se limiter seulement à la question simplement de l'agriculture, de l'élevage, même des activités en zone urbaine. Et quand vous parlez, par exemple, des travaux préparatoires du sol, déjà, si nous entendons, c'est qu'il y a eu quelques inondations, quelques précipitations en zone soudanienne. Donc, les gens ont déjà commencé. Et donc, ça confirme effectivement les prévisions saisonnières dans cette zone-là. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on doit s'attendre à ce que, rapidement, on cale nos calendriers agricoles en fonction de ça.
Donc ça veut dire qu'il y a certaines cultures qu'on va éviter? Non, on ne peut pas éviter. Il faut choisir les sols et les cultures en fonction des besoins et suivant le contexte avec ce qu'on appelle les inondations qui pourraient arriver par endroit et dans ces zones-là. Donc, des zones telles que, par exemple, les zones des bassins inondables, tels que les bassins rizicoles. Si vous retardez, vous faites vos semis de culture après, peut-être en juillet, et que les pluies ont commencé déjà à s'intensifier et qu'en fin de compte, le niveau de l'eau dépasse la hauteur des pluies, le stade phénologique, ça va commencer par affecter la production. Parce que la plante va se débattre pour survivre. Ouais. En réalité, elle est engorgée, le sol est engorgé d'eau, donc le travail biologique, le travail de développement de la plante ne peut pas vraiment s'opérer comme il le faut. Donc en fin de compte, si vous arrivez à voir que les plantes s'efforcent à vivre, les champs sont engloutis d'eau, même vous allez voir que même au niveau des panicules, par exemple pour le riz, vous allez trouver qu'en fin de compte, c'est resté sous l'eau. Donc ça affecte la production en fin de compte. Donc c'est vous qui perdez. Donc maintenant, il faudrait plutôt prendre en compte les prévisions saisonnières là pour comprendre que nous, on a des risques. On a des risques, donc il faut maintenant caler par rapport à ça. Et les risques d'inondation, on a bien dit que par endroit dans les zones inondables. Donc, et par exemple, les travaux d'entretien, au lieu d'aller peut-être faire le sarclage 10 jours ou bien peut-être 2 semaines après les semis, vous laissez, mais dès qu'à un moment donné, le niveau ou bien la densité des adventices, c'est-à-dire les herbes, arrivent déjà à dépasser, entrer en concurrence avec vos cultures, ça veut dire que la matière du sol, c'est-à-dire les éléments nutritifs du sol là, sont happés aux cultures par les adventices, par les herbes là. Donc en fin de compte, il y a une compétition entre les cultures et les herbes de ce côté. Et ça va tout affecter. Donc il ne faudrait pas qu'on soit toujours dans cette dynamique de toujours dire que c'est l'agriculture qu'on a fait nos grands-parents et qu'aujourd'hui on est obligé de calculer et de caler avec la science. Et la science, ce sont les prévisions saisonnières que nous ont mises à la disposition les services de la météo. Il faudrait calculer, aller avec ça pour ne pas qu'on soit surpris en fin de compte. Parce que généralement, on aime jouer le médecin après la mort pour dire que non, cette année, il y a eu des inondations. Aujourd'hui déjà, nous avons accès à ces données. Et n'importe quelle personne qui demande au niveau des services de la météo, ils vont lui mettre à disposition. Ok, c'est ce que j'allais poser comme question. Effectivement, les données sont déjà là, mais si je suis une citoyenne que je suis, comment est-ce que je peux faire pour entrer en possession de ces données? Là, moi je suis en N'Djamena, ça c'est un exemple maintenant pour ceux-là qui sont dans les provinces, qui sont dans les coins reculés, disons, les cibles même appropriées. Comment est-ce qu'elles qui n'ont pas par exemple droit au site du service de la météo, qui n'ont pas de connexion internet, tout ça par exemple? Il y a, à ma connaissance, c'est que la météo a des services décentralisés au niveau des provinces, dans les localités. Par exemple, les agents de l'ANADER, oui. l'Agence nationale de développement rural, eux, ils sont collaborateurs avec la météo parce que ce sont les acteurs du même dispositif. Donc, ils peuvent maintenant ensemble diffuser cette information auprès dans leur zone. Et donc, ces prévisions-là ne sont pas faites pour le bureau, ni seulement pour N'Djamena. C'est pour tout le Tchad. Donc, n'importe quel citoyen tchadien, s'il est en dehors de N'Djamena, c'est facile, c'est d'aller seulement au niveau du service de la météo, on peut le lui donner parce que ça ne se vend pas, c'est gratuit. C'est pour le bien de la population. Mais maintenant, quand c'est en province, allez voir seulement l'agent de l'ANADER, vous lui demandez, même s'il n'en a pas, il sait par où il va accéder par rapport à ça. Et ce n'est pas fortuit quand ils arrivent à le faire actuellement en ce moment. Souvent, c'est entre avril et mai. Donc en mai, c'est presque disponible toutes les années déjà, même si parfois il y a des retards qui sont observés. Mais toujours, ils font tout pour que ces prévisions soient disponibles à l'amorce de la saison. Et nous sommes déjà à l'amorce de la saison. Donc, vous pouvez demander à l'ANADER, le service technique de développement rural, que ce soit au niveau de la délégation de l'agriculture, ils peuvent déjà vous le donner. Parce qu'eux, ils ont accès à ça. Ok. Alors, lorsque vous avez dit un peu à l'entame de vos propos que nous ne devrons plus rester dans l'agriculture que faisaient nos grands-parents, nous devons le calculer et essayer de l'adapter avec la science. Mais pour quelqu'un, toujours, je reviens à Larissa, à sa question, pour quelqu'un qui est né agriculteur, dans un fond village et qui produit, et il ne connaît que ça, il n'est jamais sorti, il entre en possession de ses prévisions. Qu'est-ce qu'il va en faire? S'il n'y a pas quelqu'un pour l'expliquer, s'il n'y a pas quelqu'un pour l'orienter, tel à tel, comment? C'est bon de mettre à la disposition. Mais quelle est la vulgarisation autour? Quels sont les moyens? Est-ce que les associations
les regroupements villageois des paysans, etc. Est-ce que ces agents d'ANADER qui sont décentralisés prennent le soin de s'asseoir et de les expliquer ou bien de les faire comprendre? Parce que en avoir est une chose et la comprendre est une autre, mais aussi la mettre en pratique en est une autre. Je suis vraiment très heureux que vous posiez cette question qui est une problématique entière au Tchad. Mais le choix, il est simple. Soit on accepte de migrer pour évoluer en fonction de ce qu'on appelle le défi des changements climatiques, soit on subit. Et ça ouvre un peu le pan sur un autre débat, la question par exemple de la couverture des conducteurs agricoles au niveau national, ou bien des agents dans le cadre de l'élevage. Parce que l'élevage aussi est touché. Oui. L'élevage est touché. Donc, les deux piliers de l'économie sont touchés à ce niveau. Donc, il faudrait que nous puissions nous approcher, par exemple, au-delà de la délégation, au-delà, par exemple, de l'antenne ANADER. Il y a, par exemple, les chefs de secteur qui sont dans les départements, les sous-préfectures, là, qui peuvent faire le travail. Il y a, par exemple, les agents, des agents, par exemple, du ministère de l'Agriculture qui sont dans la localité, qui peuvent maintenant diffuser ça. Maintenant, est-ce que tout le monde acceptera d'abord cette information? Non, nous on a toujours fait comme ça. Comment vous allez nous dire de changer? Et donc ça c'est le deuxième point, le deuxième volet du choix, qui devient aussi un défi. Maintenant, en termes de diffusion de l'information, il est du mandat, du devoir de ces techniciens du secteur agricole et de l'élevage de pouvoir diffuser cette information-là. C'est même pratiquement leur mission principale. Et il faut comprendre que c'est un peu difficile parce que tout le monde n'a pas la possibilité de couvrir les zones qui sont assez étendues. Imaginez quelqu'un qui est à 100 km ou bien à 80 km, qui n'a pas les moyens de pouvoir s'en rapprocher, par exemple, du conducteur des travaux agricoles dans sa zone pour pouvoir poser les questions. Il ne peut pas l'avoir à ce niveau-là. Donc, ce qu'on pourra peut-être conseiller, c'est que les communautés doivent maintenant s'organiser. Les communautés doivent s'organiser. C'est ça, je me rappelle avoir évoqué ici la question de la structuration du milieu rural. Donc, les communautés doivent s'informer et se former et plutôt s'outiller aussi en termes de dispositifs tels que, par exemple, on parle du système communautaire d'alerte précoce et de réponse aux urgences. Donc, les communautés sont obligées de prendre. Et ça donne un peu le volet sur la question, par exemple, de l'approche du choix du système de gouvernance qu'on amène au Tchad, la décentralisation. Donc, il faudrait que les populations prennent en main leur développement. Ce n'est plus de rester à attendre que c'est l'État central qui va le faire. L'État fera sa partie, suivant ses possibilités, mais aujourd'hui, il faudrait que les populations s'approprient leur développement. Et donc, l'agriculture, qui est l'un des secteurs prioritaires de notre pays, il faudrait qu'on puisse essayer de pouvoir faire, permettez-moi le mot, de faire une révolution des systèmes productifs. Pas de manière hasardeuse pour dire non, il va pleuvoir. Donc, intégrer ces prévisions-là et pouvoir faire des choix, des choix judicieux. Chef, si tu permets, il y a Sophie Tok qui a posé une question la fois dernière, mais cette question, nous allons la garder pour prochainement. Aujourd'hui, elle dit nous apprenons beaucoup de choses grâce aux différentes interventions de ce monsieur, mais il ne fait jamais de promotion de l'arboriculture dans le cas du reboisement. Est-ce que c'est possible d'en parler? Bon, là, ça dépendra de vous. L'arboriculture, ça intègre un peu, c'est un peu un secteur très probant, l'arboriculture fruitière, mais c'est même conseillé, par exemple, en termes d'atténuation des impacts des changements climatiques. C'est quoi exactement? L'arboriculture, c'est de faire la culture des arbres. Mais moi, je pourrais peut-être plus la conseiller, la dame qui a posé la question, Madame Sophie Top. Elle pourra peut-être développer ce qu'on appelle l'agroforesterie. C'est-à-dire cultiver, faire ses champs en les mélangeant avec des arbustes. Il y a des espèces qui sont conseillées. Pour ça, c'est même ce qui est conseillé, l'agroforesterie. Donc, on fait un peu des cultures. On produit des arbres, on peut avoir des arbres fruitiers, avec en bas les cultures saisonnières telles que le sorgho et autres. Donc, une fois que la saison passée, par exemple, on peut faire les mangues dans un champ. Et donc, une fois la saison passée, on a les mangues qu'on peut récupérer. Et aujourd'hui, le système de production intégré est conseillé. Donc, vous voyez que s'il y a, par exemple, les arbres, les feuilles qui tombent vont nourrir le sol en termes de matière organique et le sol devient riche. Vous maintenez la productivité des sols et à la fin, vous allez voir que la productivité en termes de rendement, ça ne va pas baisser parce que ça permet aussi de garder l'humidité dans votre sol parce que au lieu que le sol soit désert, pour que le vent, le soleil puisse... parce que les sols vivent, ne pensez pas que c'est inerte. Il y a des micro-organismes qui vivent dans le sol et ils doivent être nourris
pour pouvoir eux aussi nourrir à leur tour les cultures que nous avons. Donc, d'accord, merci beaucoup. J'espère que Sophie Tog a eu sa réponse. Mais pour ta question précédente, nous allons revenir, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine sur cette question avec le paysan. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup pour ces informations très très nécessaires qui permettront à Jeff également de prendre position s'il faut quitter son quartier ou pas. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Nous allons accompagner Jeff, notre paysan, avec une transition. Unissons-nous ensemble, la main dans la main. Et construisons ensemble notre beau pays. Sans esprit de vengeance, nous sommes tous coupables. أنا بوليس مرور سهل المرور للمواطنين في داخل المدينة ونقدم بنية واحدة لتقدم بلدي وأنا فخور بأني تشادي. Mais un concitoyen a des idées différentes des nôtres. Pour la construction de notre pays et pour son développement, chacun doit choisir un métier, mais le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de citoyenneté et beaucoup de conscience. Raison pour laquelle cette capsule nous a été présentée. Un vendeur de fruits, un vendeur de viande, un policier, mais tout cela travaille pour le développement, mais surtout pour l'équilibre de notre nation. C'est ce qu'il faut, Larissa. Cette capsule nous a permis de recevoir un nouveau visage. Amis téléspectateurs, désormais, dans les jours à venir, les vendredis, vous aurez peut-être la chance de regarder ce joli visage avec vous. C'est une productrice qui vient tout droit de la haute production de Electron Télévision. Elle, c'est même Sidonie. Voilà. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Imater. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Oui, merci. Ok, avec vous, ce matin, nous allons parler sur l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, est-ce l'intelligence artificielle est une menace ou une opportunité pour la population? C'est sur ce sujet que nous allons débattre avec vous, ou bien vous allez nous expliquer amplement ce que c'est que l'intelligence artificielle, Madame Sidonie. D'accord, merci. Alors déjà, Sidonie, moi, ce que je cherche à comprendre en premier lieu, tout le monde aujourd'hui parle de IA, intelligence artificielle, IA. Il y en a même qui vont jusqu'à nous menacer, nous dire que d'ici 5 ans, 10 ans, nos postes seront remplacés par l'intelligence. C'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle est une technologie qui est capable d'apprendre à partir des données, de prendre des décisions et même de faire des prédictions pour compléter l'intelligence humaine. Alors, l'intelligence artificielle est capable d'apprendre. Ça veut dire qu'elle est créée par l'homme. Oui. Est capable d'apprendre et pour compléter l'intelligence humaine. Alors, moi, je veux savoir d'abord, avant toute chose, avant de poser n'importe quelle question, pour ne pas que j'ai de problème avec IA, est-ce que c'est un danger pour moi? Oui, l'IA présente aussi des dangers. En matière, si elle est mal utilisée, elle présente des risques comme la perte des emplois, la diffusion des fausses informations et même elle entraîne à la vie privée et autres. Donc, elle présente aussi des dangers. D'accord. Le premier point, déjà, moi, ça me pose un problème. Okay. La perte d'emploi, comment moi je... Ok, Jeff, si tu permets, il y a une petite vidéo que nous allons suivre qui va nous aider à mieux comprendre l'intervention de Mme Sidonie. Let's go. D'accord. L'IA, comme son nom l'indique, c'est l'intelligence artificielle. Ce sont des machines qui essaient d'imiter un peu la logique cognitive de l'être humain, à partir d'une base de connaissances et établir des logiques afin de pouvoir résoudre certains problèmes
Donc, on essaie ici d'imiter le fonctionnement du cerveau humain sur les mêmes principes et disons que c'est de l'intelligence simulée, on peut dire. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'IA, c'est un peu presque partout. Donc, on peut le voir notamment dans la santé, avec les diagnostics assistés, avec la robotique chirurgicale. C'est des domaines où l'IA avance. Il y a aussi dans l'automobile. Aujourd'hui, on voit des voitures autonomes connectées qui déplacent sans chauffeur. C'est aussi dans ces domaines-là, mais aussi dans la proposition des services avec les chatbots. Il y en a dans plein de domaines. Je pense que le plus abouti aujourd'hui, c'est dans la proposition des services et peut-être dans l'automobile aussi. Cette question, c'est un grand débat, mais pour le moment, les perspectives ne disent pas ça. Mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, de ma vision, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver vu que c'est plus un outil pour nous. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour l'être humain afin de pouvoir être plus productif, être plus rapide. Donc, voilà. Pour ma part, personnellement, je ne pense pas, mais bon, l'avenir nous le dira. En tant qu'utilisateur, je pense que c'est vraiment une opportunité parce que ça permet de faire plein de choses et d'avancer aujourd'hui rapidement, de faire des travaux de manière très rapide et de manière, disons, un peu plus professionnelle. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment un outil. Et un outil, ça aussi, l'utilisation peut être de la bonne manière ou bien de la mauvaise manière. Mais pour ma part, c'est vraiment une opportunité pour apprendre, pour se perfectionner, pour faire des choses extraordinaires. Une menace dans une certaine mesure où si on n'arrive pas à la contrôler, mais jusqu'à présent, je pense qu'on contrôle, c'est un outil qu'on contrôle, et voilà, on ne peut pas dire que c'est 0% de risque de menace, mais c'est à minimiser quand même. Selon moi, il faut prendre l'IA, il faut l'utiliser de la bonne manière. Comme un outil, ça a toujours deux faces. On peut l'utiliser de la mauvaise manière aujourd'hui. Usurpation d'identité, créer des contenus à but nuisible, ce n'est pas une bonne utilisation de ces outils-là. Il faut l'utiliser dans le bon sens où on va produire des choses intéressantes, on va apprendre des choses. C'est plus dans ce contexte-là que je dirais aux internautes d'utiliser l'IA pour surtout rendre leur travail plus professionnel et plus facile et apprendre des choses qui auraient demandé énormément de temps et les apprendre via ces outils-là. Donc il ne faut pas l'utiliser dans le sens agressif ou bien à but nuire, mais il faut plus l'utiliser comme une opportunité de faire des grandes choses. Ok, merci beaucoup pour ce petit élément qui nous a permis d'avoir également un peu d'idées. Mais moi, ce qui retient mon attention, c'est que l'IA permet à une personne de faire son travail plus vite et bien. Dans ce cas, est-ce que l'IA n'est pas une menace vraiment? Parce que si on essaye de voir, avant on a le temps de lire par exemple 4 à 5 livres avant de trouver un mot pour venir construire une phrase. Aujourd'hui, nous n'avons plus à faire ce long chemin pour trouver une phrase pour venir mettre quelque part, peut-être dans son mémoire ou quelque chose. Mais ne pensez-vous pas que l'IA rend vraiment l'humain feignant? Oui, sur ce sujet, l'IA rend l'humain feignant parce qu'elle assiste la personne. Et le fait qu'elle facilite la personne à faire des choses, l'être humain déjà n'a pas le temps d'aller faire des recherches, fouiller partout et cela. Et là, la personne dépend déjà de l'IA, donc ça fait à ce qu'elle peut perdre même sa valeur. Ok, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut se tromper? Oui, c'est un fait humain, donc elle a toujours ses limites et elle n'est pas parfaite, mais elle peut aussi se tromper. D'accord. J'ai de temps en temps l'habitude de consulter l'intelligence artificielle. Oui. Une fois, je suis venu, j'ai écrit un truc comme d'habitude.
Je l'ai consulté sur un sujet et puis je n'ai pas eu de réponse. Pendant pratiquement 20-25 minutes. Pourtant, c'est inhabituel, lui. Inhabituel, c'est tac, tac. Après, je suis revenu, j'ai écrit bonjour. Et du coup, il me répond, il dit bonjour, c'est pas mieux de commencer par un bonjour. Alors, je me suis dit, au départ, on est en train d'avoir affaire à des machines conditionnées, etc. Mais est-ce que ça ne migre pas vers lui-même? Parce que quand tu ne lui dis plus bonjour, il réagit, ça veut dire qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et moi, je reste toujours sur ma soif. C'est vrai, l'IA, tu le consultes. Mais où vont les informations qu'il recueille quand on les consulte? Bon, l'IA d'abord, c'est la capacité des machines qui imitent l'intelligence humaine. Donc de là, si elle reçoit par exemple des messages et autres, elle traite comme des humains pour répondre. Il y a aussi certains messages auxquels elle n'est pas capable de répondre. Et là, elle répond aussi que voilà, que sa dépense va vraiment. Donc, elle lance aussi qu'elle est dépensée. Et là, tu peux aussi chercher ailleurs ou bien poser d'autres questions. Donc, Jeff, par rapport à ta question, je me souviens avec la technologie et puis l'évolution de l'Android et autres, on essaie d'intégrer un peu l'émotion humaine dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans les générateurs de texte, générateurs d'images et autres. Quand tu dis, comme il t'a dit, c'est pas mieux de commencer par là, bonjour. Quand tu écris, tu emploies un certain mot ou tu le cajoles, tu fais des choses, tu lui poses une question, tu vas voir que la réponse que l'IA va te donner serait différente de celle où tu viens, tu plaques directement. Peux-tu me dire qui est le président, l'actuel président du Tchad? Qu'est-ce qui fait cela? Est-ce que nous ne sommes pas en train de tendre à une intelligence artificielle humanisée, si je peux employer ce terme, ou bien c'est quoi exactement? Bon, bien qu'elle ait assisté aussi par des émotions humaines et autres, mais cette émotion est limitée, pas comme l'humain. Donc, elle répond par rapport à des sources auxquelles elle reçoit. Mais l'humain en tant que tel, maintenant nous sommes au Tchad, donc on peut réfléchir et répondre à notre manière. Et elle répond aussi à sa manière. D'accord. Bien qu'elle est assistée par des émotions, mais elle est limitée. D'accord. À retenir que l'IA a cette capacité artificielle à développer des informations, tout ça pour compléter l'humain. Elle est assistée par des émotions, mais elle peut avoir des limites. Je pense que c'est une première et nous avons déjà réussi assez. Sidonie, merci d'être passée avec un peu de trac. Vous savez, la famille, amis téléspectateurs, aidez-la à sortir de ça parce qu'elle a beaucoup à nous donner. Et si elle doit être là, bon. Voilà pourquoi Sophie Tok dit bienvenue, Madame Sidonie. Tu as vu, la famille commence déjà à t'accueillir. Donc, si Sophie Tok qui risquerait d'avoir même la responsabilité elle a beaucoup de questions des super auditrices ou téléspectatrices, internautes de e-matin, on va mettre le fan club sur pied et puis on va confier à Sophie Tok parce que c'est elle la maman. Merci d'être passé pour aujourd'hui. Je pense que c'est une belle introduction. J'espère que dans les jours à venir, vous allez être là pour encore éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Merci. Nous allons simplement le raccompagner. Oui, avec une carte postale. Pour recevoir notre dernier chroniqueur. Absolument.
Nyanga Kébir, merci beaucoup. Toutes ces choses font partie de la diversité tchadienne. Le Tchad est bien vaste. 1 284 000 km², c'est pas donné à n'importe qui, Jeff. Merci beaucoup. Après le passage de Madame Sidonie nous parlant de l'intelligence artificielle comme opportunité ou menace, nous recevons sur le plateau M. Jacques. Cette fois-ci, nous allons parler du contrôle parental. Vous savez, bientôt c'est les vacances, d'autres même commencent déjà à être à la maison, rester à la maison gaillardement que moi je ne viens plus à l'école parce que j'ai fini la composition. Alors, M. Jacques, bonjour et bienvenue. Bonjour Jeff, bonjour Larissa. On risque de tomber dans un conflit avec Larissa parce que moi je connais Monsieur Élisée, tous sous Élisée. Bon, de toute la manière, on va aller. C'est la même personne. C'est la même personne, voilà. Bonjour aussi à nos très chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la IFM. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contrôle parental. Effectivement. Chose que moi, j'ai vraiment prêté mes oreilles parce que je gère ce souci-là depuis quelques jours déjà à la maison. Alors là, aujourd'hui, nous allons effectivement parler du contrôle parental. Vous savez, sur nos téléphones, nous avons l'habitude, ou sur les iPads, les tablettes des enfants, nous avons l'habitude, ou bien nous avons la possibilité, nous les parents, de contrôler les téléphones des enfants sans qu'ils ne le sachent. On peut installer des applications de façon simple et prendre le contrôle. L'application, la première application, c'est Google Family Link. C'est une application qui permet vraiment aux parents de limiter les heures où l'enfant est sur son écran, de pouvoir programmer les contenus que l'enfant peut voir. Si vous voulez qu'il aille sur YouTube, quel genre de contenu cet enfant peut suivre et de quelle heure à quelle heure le contenu sera disponible. Des fois, on arrive à un moment où on peut éteindre le téléphone à distance. C'est possible. Il est là, dans sa chambre, tu sais qu'il est en train de faire suivre le dessin animé. Il est 22h, tu lui dis, va te coucher, il refuse. Tu prends ton téléphone, tu rentres dans l'application, tac, et puis tu éteins. J'ai vraiment ce problème. Maintenant, il y a un problème aussi qui se pose, c'est que nos enfants sont exposés à l'écran. De nos jours, ils sont tellement exposés qu'il y a des problèmes que nous ne voyons pas. Et quand ils sont souvent exposés comme ça, ils ont des problèmes de troubles de vision. Ça, c'est le premier problème. Vous allez voir des enfants à 3 ans, 4 ans qui portent déjà des verres. C'est pas normal. Oui. Moi, je porte des verres parce que franchement, je suis 24 heures, 20 heures devant un écran. Et c'est normal. Mais ce n'est pas bien. C'est ce qui a causé des problèmes oculaires à mon niveau. Mais pour les enfants déjà à l'âge de 3 ans, même les enfants de 1 an, vous les voyez, on leur remet des tablettes pour suivre des dessins animés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Il faut que nous, en tant que parents, nous arrivons à un moment où nous évitons ça. Mis à part ça, l'image qu'on a, par exemple, l'enfant encore la tétine, ça veut dire que c'est vraiment bébé. C'est vraiment un bébé, effectivement, mais il y a une tablette carrément. C'est vraiment un bébé. Normalement, à l'âge là, selon la science, l'enfant ne doit pas avoir de tablette de 0 à 3 ans. Normalement, de 0 à 3 ans, c'est dans l'obscurité. Et vous voyez même le niveau de la tablette par rapport à ses yeux. Il le rapproche tellement, arrivé à un certain âge, déjà 1 an, 2 ans, il commence pas à frotter les yeux. Simplement parce que les rayons là, ça commence pas à gâter quelque chose. Et quand ces enfants sont souvent comme ça, ce sont des enfants qui sont, des fois, arrivés à un moment, ils sont solitaires. Oui. Ils ne sont plus trop sociables. Parce qu'à la maison, ils sont scotchés tellement aux tablettes qu'ils ne veulent pas découvrir d'autres personnes ou bien ils ne veulent pas découvrir d'autres horizons. Ce sont des choses que nous devons vraiment éviter si nous voulons que nos enfants aillent de l'avant. Et aussi, un problème aussi, il y a des problèmes de concentration à l'école. Ceux qui sont vraiment exposés, il y a des exceptions. Je dis qu'il y a des exceptions. Il y a des enfants qui, quand ils vont sur YouTube, c'est pour apprendre. Ils apprennent ça, c'est différent. Mais la plupart, si vous ne faites pas attention, ils auront des problèmes de concentration. Quand ils sont à l'école, c'est difficile de se concentrer. Parce qu'ils sont tellement habitués aux écrans, tellement, s'ils ne passent pas par le téléphone, il y a l'iPad, après l'iPad, c'est la télévision, après c'est les jeux. C'est qu'ils roulent sur ça toute la journée. Ou bien toute la nuit, même quand il va à l'école, c'est difficile. Mais je me rends compte que le fait que SNE ne nous donne pas régulièrement les registres, c'est avantageux aussi. Oui, ça nous sauve. Je me souviens d'un petit frère, c'est un cousin, qui dit,
lui, il préfère quand les cours sont sur le téléphone ou bien sur la machine, sur l'ordinateur. Parce que quand le maître est là, le maître explique, lui, il comprend rien. Seigneur. Donc, il préfère suivre le cours sur ordinateur. Il y a le dernier point que je voudrais soulever. Normalement, il y a YouTube. Souvent, on laisse nos enfants suivre YouTube, mais YouTube ne propose pas des contenus pour les enfants. Il y a le YouTube adapté pour les enfants, normalement, qui est le YouTube Kids. Oui. Ça, c'est une application. Mais malheureusement, ce n'est pas... le Tchad ne dispose pas de l'autorisation pour pouvoir télécharger. Mais on peut télécharger avec les VPN gratuits. Bon, après, on va revenir peut-être sur les VPN après, parce que ce sont des applications qui nous permettent de naviguer sur Internet dans l'anonymat. Vous pouvez être ici et puis dire que votre téléphone est en France, voilà. Et là, vous téléchargez les applications qui sont en France, un truc de ce genre. Donc, mais le YouTube Kids, là, ce sont des contenus seulement spécialisés pour les enfants. Les contenus éducatifs qui les permettent, la maths, le français, l'anglais, les couleurs, tous ces trucs-là. Mais quand l'enfant a ça, c'est fini. Au moins, quand il est dessus, il faut juste régulariser. En tant que parent, il ne doit pas passer peut-être plus de 2 heures, déjà à 21h, 22h. 21h déjà, vous lui arrachez l'écran pour qu'il puisse vraiment se reposer, que son cerveau vraiment se repose. Donc nous, en tant que parents, je crois qu'on a une très grande responsabilité, c'est de régulariser les heures que nos enfants passent devant leurs écrans et surtout de savoir comment les orienter sur les contenus qu'ils doivent suivre. Merci. Merci, nous disons merci à Monsieur Tosso Élysée, alias Monsieur Jacques. Voilà. Nous avons parlé du contrôle parental avec Google Family Link. Ça vous donne, chers parents, la main sur le téléphone de l'enfant, sur sa tablette, sur son iPad. Vous pouvez réduire son écran, avoir le contrôle sur le contenu. Vous pouvez même arrêter l'écran. Alors, allons-y, foncez, faisons-le pour ne pas, évitons même que les enfants soient plus proches ou bien tout le temps avec les iPads, les tablettes, parce que ça va jouer sur leur sensibilité visuelle. Merci d'être passé. Nous allons garder M. Jacques sur le plateau parce que nous sommes arrivés à la fin et nous allons conclure ensemble. C'est un plaisir, Madame de Walia, de la République très démocratique. Merci beaucoup, chef. Merci de présenter ce dernier numéro de la semaine et merci également à M. Jacques alias Élysée. Voilà. Élysée alias Jacques. Jacques pour ces merveilleux conseils à l'endroit des parents. Vous savez que bientôt c'est les vacances. Alors, effectivement. Restez toujours scotchés sur e-matin. Pourquoi ne pas leur permettre de suivre e-matin tous les jours sur la chaîne citoyenne? Également, ça va vous aider et ça va également les aider. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a aidé à réaliser le e-matin de ce vendredi 9 mai 2025. À ceux qui partent à la mairie, nous vous souhaitons bon ménage, ceux qui iront prier. Nous vous demandons de prier beaucoup pour la paix dans notre pays, le Tchad, et aussi pour tout le monde. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci Larissa. Allons déjà. Non. On vient. À la semaine prochaine, j'ai dit.